Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes les bienvenus dans ce journal, les titres de l'actualité. 24 heures après le démarrage de l'examen d'entrée en 7e année, aucun cas de fraude n'est pour l'instant signalé. Une satisfaction pour le chef du département de tutelle, Guillaume Awing, depuis la cité des Agromes. En Suisse, la 111e conférence internationale de l'OIT a démarré ce lundi. Les débats ont essentiellement porté sur la problématique, l'apprentissage dans la formation professionnelle et de l'emploi, une priorité pour le gouvernement de transition. Enfin, un démenti sur la suspension des activités du Fonds de développement des arts et de la culture, même si le département reconnaît avoir suspendu tout décaissement au niveau du FODAC. C'est tout pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à tous dans ce journal que nous ouvrons par ces décrets. Décret dès 2023, 135, PRG, CNRD, SGG portant nomination de haut cadre au ministère de l'Agriculture et de l'Élevage. Le président de la transition, vu la charte de la transition, décrète, article 1er. Les cadres dont les prénoms et noms suivent sont nommés dans les fonctions ci-après. Conseillère chargée des questions de production, d'alimentation et de santé animale, Madame Aïssatou Touré, docteur vétérinaire, précédemment consultante chargée de la prévention et de la lutte contre les pathologies aviaires au ministère de l'Agriculture et de l'Élevage. Directrice nationale du foncier rural et du patrimoine, Madame Madina Ba, précédemment directrice générale adjointe, chargée de la finance et de l'administration de la société guinéenne de palmiers à huile et d'EVA Sodipa. Conseiller chargé de mission, M. Ousmane Berete, précédemment secrétaire général de la Chambre nationale d'agriculture de Guinée. Directeur général du Fonds de développement agricole, FODA, M. Alpha Oumar Foli Diallo, précédemment inspecteur général du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage. Directeur général adjoint du laboratoire central vétérinaire de diagnostic, M. François Ifono, précédemment conseiller chargé de mission. Inspecteur général, M. Kouramoudou Magasuba, précédemment directeur général du Fonds de développement agricole, FODA, directeur général adjoint chargé de la finance et de l'administration de la société guinéenne de palmiers à huile et d'EVA Sodipa, M. Madani Kaba, précédemment senior manager à MTN Guinée, directeur communal de l'agriculture et de l'élevage de Kassa, Monsieur Matos Collier, matricule 248 485Y, précédemment chargé de la production animale de la commune de Kaloum. Directeur communal de l'agriculture et de l'élevage de Kaloum, Monsieur Souleymane Diallo, ingénieur agronome contractuel au service genre et équité du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage. Directeur communal de l'agriculture et de l'élevage de Matam, Monsieur Pierre Haba, matricule 223 296W, précédemment en service à la direction communale de l'agriculture et de l'élevage de Matoto. Directeur communal de l'agriculture et de l'élevage de Dixine, Monsieur Aboubakar Konaté, précédemment en service à la Sotelgui. Directrice communale de l'agriculture et de l'élevage de Ratoma, Madame Solange Lama, matricule 265 022D, précédemment directrice communale de l'agriculture et de l'élevage par intérim de Dixine. Directeur communal de l'agriculture et de l'élevage de Matoto, M. Mamadou Balia Diallo, précédemment conseiller communautaire au projet agricole de Gekedou, PAG. Article 2. Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Comme écrit le 6 juin 2023, signé le colonel Mamadi Doumbouya.
Décret de 2023-136 PRG, CNRD, SGG portant nomination du directeur général adjoint de l'autorité de régulation du secteur des jeux et pratiques assimilés. Le président de la transition, vu la charte de la transition, décrète article 1er. Monsieur Souleymane Sissavané, en service à la présidence de la République, est nommé directeur général adjoint de l'autorité de régulation du secteur des jeux et pratiques assimilés. Article 2, le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry le 6 juin 2023, signé le colonel Mamadi Doumbouya. Décret de 2023-137 PRG CNRD SGG portant nomination du président du conseil d'administration de l'Agence nationale du service universel des télécommunications et du numérique en SUTEN. Le président de la transition, vu la charte de la transition, décrète article 1er. Monsieur Mamadi Doumbouya, directeur général de l'autorité de régulation des postes et télécommunications, ARPT, est nommé président du conseil d'administration de l'Agence nationale du service universel des télécommunications et du numérique en SUTEN. Article 2, le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République, Conakry le 6 juin 2023, signé le colonel Mamadi Doumbouya. Je vous le disais, 24 heures après le démarrage de l'examen d'entrée en 7e année, aucun cas de fraude n'est pour l'instant signalé. Le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation se réjouit de l'allure des choses à Kindia, où il a lancé l'épreuve de ce matin. Abdul Aziz Baldé, depuis la cité des Agrumes. Deuxième journée de l'examen d'entrée en 7e sur toute l'étendue du territoire national. Après le lancement hier à Séguiri, Guillaume Awinga et sa suite posent leurs valises dans la cité de Zagrima. Ce deuxième examen sur l'air CNRD est caractérisé par la rigueur, mais aussi par la promotion du mérite à tous les niveaux. Jusqu'à l'heure actuelle, aucun cas de fraude et de fuite de sujets n'ont été signalés. Au centre de Damakania, le ministre rassure les candidats et met en garde. Pour moi et pour mon cabinet, la toute première injustice d'un examen, c'est quoi? C'est la fuite de sujet. Dès qu'il y a fuite de sujet, l'examen n'est plus valable. Parce que certains élèves seront défavorisés par rapport à d'autres. Quand il y a fuite de sujet, ce n'est plus un examen. Voilà pourquoi notre tout premier combat, c'est quoi d'abord? C'est de nous battre pour ne pas qu'il y ait fuite de sujet. Et Inch'Allah, si nous l'avons réussi l'année dernière, cette année aussi, nous allons nous battre pour réussir la même chose. 8h pile, la délégation ministérielle se dirige vers le centre Kondeta pour le lancement de l'épreuve de dictée et questions. Comme l'année dernière, les correcteurs sont déjà identifiés pour le démarrage de la correction, parallèlement à la poursuite de l'évaluation. Depuis hier, ces conditionnements ont commencé sur toute l'étendue du territoire et ça se passe bien pendant que les élèves sont en classe en train de composer les premières épreuves. Le traitement a déjà commencé. Nous ne voulons pas retarder cette année. Nous allons aussitôt que possible, autant que faire se peut, nous allons tout faire pour donner tous les résultats. À Kindia, l'ensemble des autorités accompagnent le MEPUA dans son programme de repositionnement de l'éducation nationale. On a déjà pris la garantie devant le ministre, depuis le départ. Et je sais que mes services techniques ne vont pas manquer à ça, et moi non plus. Dans la région administrative de Kindia, ils sont au total 73 909 candidats, dont 37 425 filles. Des candidats qui rivalisent d'ardeur pour décrocher le précieux sésame. À l'Université générale Lansana-Conté de Sanfonia, on débat sur l'acquisition du langage chez l'enfant, à opposer les étudiants de la faculté des lettres et sciences du langage divisés en deux camps, les uns supportant la thèse de Noam Chomsky et les autres celle de Jean Piaget, une démarche hautement appréciée par les autorités universitaires. Aboubakar Diaby, compte rendu. Ils sont essentiellement des étudiants en licence 2 de la faculté des lettres et sciences du langage de l'Université générale Lansana-Conté de Sanfonia. Ces futurs linguistes débattent sur l'acquisition du langage chez l'enfant.
Divisés en 2 blocs, ils défendent des théories linguistiques, notamment l'inéisme de Noam Chomsky et le constructivisme de Jean Piaget. Axé sur l'acquisition du langage. Et cette question est surtout d'actualité dans la mesure où, jusqu'à présent, le débat qui essaie de trancher entre le caractère inné du langage et le caractère acquis, on l'a compris que jusqu'à présent, il n'est pas tranché. Et c'est pourquoi on essaie d'inviter les étudiants en autre manière pour qu'ils, eux aussi, ils puissent participer à ce débat qui se tient depuis le début de la science et qui continue encore à exister parmi les scientifiques. Dans les débats, ces étudiants cherchent à démontrer au public la position des théoriciens de la langue. À tour de rôle, chacun apporte des arguments pour justifier le caractère inné ou acquis du langage chez l'enfant dès son jeune âge. Mais ce débat a été un grand plaisir pour nous, c'est-à-dire pour moi et mes camarades. C'est un débat qui permet à tout un chacun de sortir de son trou. Ça nous permet de nous découvrir, d'affronter nos peurs et de nous guider en fait dans l'avenir. Voilà, dans ce débat, je comprends que l'acquisition du langage est en une partie acquise et en une autre partie innée, selon différentes interventions. Ce renforcement de capacité est bien perçu par les autorités universitaires. C'est une méthodologie actuelle qui va dans le sens de promouvoir la recherche scientifique parmi les étudiants. Après de longues heures, ces jeunes apprenants restent toujours campés sur leur position. Depuis des lustres, les avis sont partagés entre les 2 éminents spécialistes de l'acquisition du langage chez l'enfant. Deuxième grand titre de cette édition, la 111e conférence internationale de l'OIT a démarré ce lundi à Genève avec pour thème une transition juste vers des économies durables et inclusives, des apprentissages de qualité et la protection des travailleurs. La Guinée est fortement représentée à ce grand rendez-vous annuel en Suisse qui connaît la participation des 187 États membres de l'Organisation internationale du travail. Falilou Diallo, commentaire. C'est la rencontre de tous les enjeux pour le monde du travail. Cette 111e session est une opportunité pour les décideurs et employeurs de se pencher sur l'amélioration de la justice sociale pour un travail décent. En Guinée, les patrons d'entreprises accompagnent le processus et des mesures sont en cours pour permettre à l'employé de vivre des fruits de son travail. Les employeurs guinéens saisissent l'opportunité pour porter à votre connaissance les progrès qu'ils ont accomplis dans le cadre du dialogue social pour la réalisation des termes clés du travail décent au sein de l'entreprise. Je témoigne de l'implication totale des représentants du secteur privé dans l'accomplissement des tâches concourant à la transition juste vers une économie durable et inclusive en République de Guinée. Nous félicitons le président de la République, le chef de l'État, le chef suprême des armées, le colonel Mamadi Doumbouya, pour sa hauteur de vue quand il a annoncé que la justice sociale est désormais la boussole de l'État guinéen en toutes circonstances. Depuis le 5 septembre, date du début de la rectification constitutionnelle en Guinée, plusieurs mécanismes et programmes sont enclenchés pour le bonheur de la classe ouvrière. Nombreuses sont ces entités créées par le gouvernement de la transition pour garantir les droits des travailleurs et des retraités. De vous transmettre les chaleureuses salutations du président du CNRD, chef de l'État, chef suprême des armées, le colonel Mamadi Doumbouya. Le gouvernement guinéen a pris un certain nombre de mesures tendant à favoriser la justice sociale, notamment l'application intégrale du protocole d'accord tripartite signé le 7 avril 2022 relatif à la revalorisation et à la mensualisation des pensions de retraite et des prestations familiales, ainsi que l'amélioration substantielle des revenus pour les retraités des secteurs publics, parapublic et privé. Nous espérons que les travaux de cette session aboutiront à l'adoption d'une recommandation qui permettra de placer l'apprentissage au cœur des problématiques de la formation professionnelle et de l'emploi. Cette rencontre qui va s'étendre une dizaine de jours devrait permettre aux différents décideurs dans le monde du travail de mettre en place des plateformes devant aider à un meilleur apprentissage dans le secteur. Des mesures sont annoncées pour réduire les difficultés liées au marché de l'emploi à travers le monde.
À Conakry, lancement du Forum Guinée inclusive, des annonces fortes ont été faites pendant la cérémonie, l'objectif étant de favoriser une véritable transformation sociale et économique en Guinée. On fait le point avec Ousmane Bangora. C'est le lancement du Forum Guinée inclusive. Ce forum de l'inclusion a été conçu dans le but de promouvoir une plateforme inclusive et dynamique qui favorise le dialogue, l'échange d'idées et la collaboration entre les différents acteurs de la société guinéenne. Ce forum de l'inclusion vise également à rassembler des leaders d'opinion, des entrepreneurs, des représentants de la société civile et des organisations internationales, afin de favoriser des discussions constructives sur des questions de gouvernance, l'éducation, l'emploi, la santé et l'environnement. C'est une plateforme que nous avons lancée pour concrétiser la promesse originelle de la République de Guinée, qui à travers sa devise Travail, Justice, Solidarité, a pris l'engagement de faire de telle sorte que tout citoyen guinéen puisse se sentir un Guinéen à part entière, puisse avoir les moyens d'abord administratifs, les moyens culturels, les moyens économiques, financiers, et de pouvoir participer de la manière la plus positive et constructive possible au développement de notre pays. Les organisateurs affichent déjà leur volonté de garantir la participation de toutes les parties prenantes, en particulier les femmes, les jeunes et les groupes marginalisés. L'inclusion financière rend compte un peu des possibilités qu'un individu, que des entreprises, des communautés ou même des unions de femmes ou de jeunes ou de personnes à handicap peuvent accéder à des produits et services financiers à moindre coût. Aussi, c'est de permettre à ces jeunes-là de pouvoir aller ouvrir un compte bancaire, de permettre à des femmes de pouvoir se formaliser. Le forum de l'inclusion se déroulera sur une période de 3 jours, du 13 au 15 septembre prochain. Ces sessions permettront aux participants d'échanger des idées novatrices, d'explorer des solutions pratiques et de formuler des recommandations concrètes pour l'avenir de la Guinée. À présent, c'est communiqué. Communiqué numéro 17-2023, PCNT, portant convocation à une plénière. Le président du Conseil national de la transition, CNT, convie l'ensemble des honorables conseillers à une plénière ce mercredi 7 juin 2023 à 14h à l'hémicycle du Palais du Peuple. L'ordre du jour de cette plénière portera sur l'examen et adoption de l'accord de financement relatif au projet d'appui à la gouvernance locale entre la République de Guinée et l'Association internationale de développement, IDA, signé le 13 avril 2023 pour un montant de 81 millions de dollars américains, sont invités à prendre part à la présente plénière le Premier ministre, chef du gouvernement, les présidents des institutions républicaines, le conseiller du président de la transition chargé des relations avec les institutions républicaines, le ministre de l'économie et des finances, la ministre de l'administration, le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, Madame la gouverneure de la ville de Conakry, les maires des 6 communes de Conakry, le secrétaire exécutif de l'Agence nationale de lutte contre la corruption et de la promotion de la bonne gouvernance, monsieur le représentant de l'Association des communes de Guinée, les représentants des coalitions des partis politiques, les représentants des centrales syndicales, les anciens membres du CTRN et du CNT de 2010, les représentants des organisations de la société civile, les représentants des organisations de la presse publique et privée. Compte tenu de l'importance de l'ordre du jour, la présence de tous les honorables conseillers nationaux est exigée. Conakry, le 6 juin 2023, signé le président du Conseil national de la transition, Dr Dansa Kourma. Communiqué numéro 982 CAB MCI PME 2023 en application de la loi L94-40 CTRN portant réglementation de la concurrence et de la liberté des prix, Madame la ministre du Commerce, de l'Industrie et des PME, présidente du Comité national consultatif permanent de la concurrence et des prix, informe l'ensemble des opérateurs économiques évoluant dans l'importation, la production et la commercialisation des denrées de première nécessité
et produits stratégiques de la tenue prochaine des sessions d'examen des structures de prix. À ce titre, elle invite l'ensemble des acteurs économiques concernés à transmettre au plus tard le 20 juin 2023 les structures de prix et factures d'achat, charges des denrées de première nécessité et produits stratégiques ci-après. Le riz, le sucre, l'huile, la farine de blé, la farine de maïs, l'oignon, les produits carnés, poulet entier, cuisses, pilons et ailes de poulet, le poisson, les œufs, la purée de tomates, le lait en poudre, le ciment, le fer à béton, les feuilles de tôle. Les structures de prix des produits mentionnés ci-dessus sont reçues tous les jours du lundi au vendredi de 9h à 17h à la Direction nationale du commerce intérieur et de la concurrence, bloc du commerce, 3e étage, immeuble Santilo, Almamia. La ministre s'est comptée sur la bonne compréhension de tous les acteurs économiques. Conakry le 6 juin 2023, signé Madame Louopou Lama. Communiqué. Le secrétariat exécutif du Comité national de lutte contre le sida a le plaisir d'informer ses invités que l'Assemblée générale du Comité national de lutte contre le sida, initialement prévue ce mercredi 7 juin 2023 à 8h pile à la primature, aura effectivement lieu à la même date, au même lieu, mais avec un léger décalage horaire à partir de 11h30 sous la présidence effective de Monsieur le Premier ministre, Dr Bernard Goumou. Vu l'importance des sujets à débattre, la présence de tous les invités est vivement souhaité, signer le secrétaire exécutif du CNLS, Dr Abbas Diakité. Comment éliminer les matières plastiques nuisibles à l'environnement? La question était au centre des débats ce 5 juin à l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement. La plage de la Jetée à Taouya a pour l'occasion bénéficié d'un coup de balai sur initiative de l'ONG Guinée Écologie. Autre précision avec Mamadou Saléouba. Des déchets plastiques à perte de vue sur la plage de la Jetée à Taouya. À l'occasion des 50 ans de la Journée mondiale de l'environnement, le site reçoit les militants écologistes réunis au sein de l'ONG Guinée Écologie. Ils viennent débarrasser la plage des ordures accumulées sur place au fil du temps. On est là pour célébrer cette journée avec la mairie de Dixine pour que nous apportions aussi notre contribution au programme d'assainissement. C'est pour cela que nous sommes à la plage, vu que c'est des milliers qui reçoivent les déchets plastiques, on les jette sur la terre ferme. Donc les déchets finissent par se retrouver en mer et finalement en zone côtière. Aujourd'hui, on a ramassé, mais demain, si vous venez, c'est comme si on n'a rien fait. C'est que l'environnement, c'est une action concrète, non les débats. Il faut qu'on arrête les débats, qu'on fait des actions concrètes qui est le résultat, une action et un environnement propre. En quelques heures, les militants écologistes ont collecté plusieurs tonnes de déchets sur cette plage très fréquentée par les citoyens de la capitale. Les plastiques, notamment les sachets à usage unique, communément appelés les fourris-sacs par exemple, que nous amenons au marché, sont très dangereux pour la santé et l'environnement. Parce que ces sachets plastiques peuvent aller jusqu'à 300-400 ans sans se décomposer. Et récemment, on a vu des baleines mourir parce que ces baleines avaient avalé des quantités importantes de plastique. Et on dit aussi que d'ici 2050, selon les spécialistes, on aura plus de sachets plastiques dans les océans que de poissons. Cette opération citoyenne a été précédée d'une remise d'équipements de collecte d'ordures aux autorités communales de Dixine. Un don composé de bacs à ordures, des brouillettes et des râteaux destinés à l'amélioration du cadre de vie. Dans l'actualité encore à Matoto, les autorités communales étaient dans le quartier Tanene Mosquée pour des opérations de déguerpissement et d'assainissement des canaux d'évacuation de l'eau. Cela fait suite à une inondation les jours passés dans la zone. Ces mesures urgentes permettent de prévenir d'autres cas d'inondation en cette saison des pluies. Moussa Bangora. Comme annoncé par l'autorité communale de Matoto,
Les machines sont mises en branle pour libérer les canaux d'évacuation des eaux. Nous sommes à Tanene Mosquée, commune de Matoto. Ce quartier a été victime d'inondations avec les grandes pluies qui se sont abattues sur Conakry la semaine passée. En cette période de pluie diluvienne, pour éviter de graves dégâts matériels et même des pertes en vie humaine, le maire décide d'enclencher ces opérations d'utilité publique en collaboration avec le génie militaire. Les caniveaux sur la voirie étaient complètement bouchés. Donc l'eau n'avait pratiquement pas le chemin. Donc on a jugé nécessaire, avec l'appui de génie militaire et le camp Alpha, la direction communale de l'habitat et de TP, de non seulement sensibiliser les citoyens et libérer le passage de l'eau. Dans un premier temps, on a déjà cassé les bâtiments qui sont construits au niveau des voiries. Et les jours à venir, avec le plan cadastral du quartier, on va essayer de passer à la vitesse supérieure. Selon les enquêtes menées sur le terrain par les techniciens de l'habitat, la cause principale des inondations dans ce quartier est liée à l'obstruction du passage de l'eau par les habitants de la déventure du camp Alpha Diallo à l'autoroute Fidel Castro. Des constructions anarchiques sont pointées du doigt. On nous a dit que ce canal-là, c'est dans le plan cadastral. C'est pour leur dire de mettre toute tension à côté pour qu'on s'entende. Parce que l'inondation là, c'est nous qui sommes directement touchés. Qu'on accepte, bien que ça fait mal, qu'on débouche le grand caniveau. Si cela se fait, l'eau va passer. Le souci primordial des autorités est de sauver des vies en cette saison des grandes pluies. À cette allure, des dispositions urgentes sont prises pour éviter le pire. Dans le volet justice, son détenu s'est évadé selon dit à la maison centrale. Le ministre s'est aussitôt rendu sur les lieux pour situer les responsabilités. Dès après, Charles Wright a reçu la famille du jeune Mansourba décédé à la prison de Bouquet. Kernoïnou Sabar. Évasion des détenus à la maison centrale de Conakry, Ibrahim Akhral, de nationalité belgo-marocaine. L'homme était poursuivi par la justice guinéenne pour des faits de faux et usage de faux portant sur des documents administratifs. À la maison centrale, le ministre de la Justice s'est dit touché et crie à une évasion planifiée impliquant la chaîne de commandement de la prison. Ce repris de justice est aussi recherché par Interpol pour braquage, attaque à main armée et autres faits graves en Belgique. Les éléments factuels ont établi, au-delà de tout doute raisonnable, que ce monsieur, à l'interne, n'était même pas dans la cellule. C'est ce qui est écœurant. C'est ce qui est vraiment ahurissant, parce qu'il y a un principe qui caractérise ces prisons. Chaque personne doit être traitée sur un même pied d'égalité. Mais très malheureusement, ce monsieur s'est offert le luxe d'avoir un matelas avec de l'air conditionné, un écran plat bien ficelé dans le bureau du médecin-chef de la prison. Et plus grave dans tout ça, il a eu l'outrecuidance, je veux parler du chef de service, pour organiser la sortie frauduleuse de cette personne en complicité flagrante avec le régisseur et plusieurs infirmiers. Nous sommes persuadés que nos services compétents mettront main sur lui et le mettent hors d'état de nuire. Autre prison, autre réalité. À la maison centrale de Bouquet, l'actualité est marquée par la mort suspecte d'un détenu. La mort de Mansourba en situation carcérale est devenue virale sur les réseaux sociaux. Ce mardi, le ministre de la Justice a reçu la famille de la victime. Charles-Alphonse Wright promet des enquêtes en vue des sanctions immédiates contre les présumés responsables de cette mort suspecte. Dans l'actualité, des incidents ont été signalés à l'ambassade de Guinée au Maroc suite au décès d'un de nos compatriotes. À propos, voici la déclaration du ministère des Affaires étrangères et des Guinéens établis à l'étranger, lue par le directeur général des Guinéens établis à l'étranger, M. Mamadou Seydou Bari. Bonsoir monsieur, à vous la parole. Bonsoir madame.
me permettrez de prendre la parole au nom de son Excellence, Monsieur le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Guinéens établis à l'étranger, pour présenter les condoléances les plus attristées à la famille éplorée de Madouba Bangoura. Ces condoléances sont aussi présentées au nom du gouvernement guinéen et son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, chef suprême des armées, qui, dans sa politique, a toujours mis en avant la gestion de la diaspora. Il convient de souligner que Feu Mamadouba Bangoura était un migrant guinéen en situation irrégulière, malade, atteint d'un cancer du foie et de la mâchoire depuis plusieurs mois, d'après son dossier médical. D'ailleurs, cette situation sanitaire a été effectivement confirmée au ministère des Affaires étrangères par sa famille après être entré en contact avec celle-ci. S'agissant de la situation qui a prévalu au Maroc, plus précisément à Casablanca entre l'ambassade et nos compatriotes depuis hier jusqu'à aujourd'hui, suite au décès de ce compatriote, je me fais le devoir d'apporter des éclaircissements au peuple de Guinée. Feu Mamadouba Bangoura a été déposé à l'ambassade le vendredi 2 juin 2023 vers 15 h par 2 compatriotes guinéens résidant à Casablanca et abandonnés dehors. Vu son état de santé très dégradé, l'ambassade a pris la situation en charge en le transférant immédiatement à l'hôpital Ibn Sina de Rabat. Les premiers examens ont révélé sa pathologie et il a été transféré vers un hôpital spécialisé de Rabat. Les résultats obtenus au laboratoire de l'hôpital Ibn Sina de Rabat ont révélé que le patient a un cancer situé au niveau de sa mâchoire et il fut dirigé vers un centre spécialisé, en l'occurrence l'Institut national d'oncologie Sidi Mohamed Ben Abdallah de Rabat. Après plusieurs négociations et échanges avec l'ambassade cette nuit, vu l'évolution très avancée de sa maladie, le directeur de l'Institut national d'oncologie Sidi Mohamed Ben Abdallah de Rabat a jugé nécessaire de continuer son traitement à Casablanca. L'accord d'hospitalisation étant obtenu pour le lundi 5 juin 2023, suite à la négociation entre l'ambassade et le centre Mohamed V pour le traitement des cancers de Casablanca. Sur ce, le malade fut conduit le samedi 3 juin 2023 à 13 h à Casablanca après un échange avec le président du Conseil des Guinéens du Maroc pour être hébergé par un de nos compatriotes pendant 2 nuits. Malheureusement, tôt le matin, l'ambassade a été informée de son décès et de surcroît dans un immeuble inhabité et en construction, mis dehors par notre compatriote à qui il était confié par l'ambassade et le Conseil des Guinéens du Maroc. Une situation déjà prise en charge par les autorités compétentes pour élucider toute la vérité. Ainsi, sur instruction de son Excellence, Monsieur le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Guinéens établis à l'étranger, toutes les dispositions nécessaires ont été prises au niveau de la mission diplomatique et consulaire pour la procédure d'enterrement du défunt avec l'accord de sa famille. Le ministère a été surpris à ce moment de voir les réactions spontanées de certains de nos compatriotes vivant au Maroc, prétendant que rien n'a été fait en faveur du malade. C'est ainsi que, tôt ce matin, des milliers de nos compatriotes ont pris d'assaut notre ambassade dans l'intention de chercher tout le monde. Cette situation intervient ce jour même où une délégation marocaine de haut niveau est attendue à Conakry sur invitation de son Excellence Dr Modi Sanda Kouyaté, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Guinéens établis à l'étranger, pour aplanir les questions liées à l'AVEM instauré par le Royaume du Maroc
il y a lieu de signaler qu'une telle attitude de nature à influencer négativement la procédure en cours, qui pourtant revêt une importance capitale pour le gouvernement et plus particulièrement pour son Excellence le colonel Mamadi Doumbouya, chef de l'État, chef suprême des armées. C'est pourquoi il me plaît en ce moment de faire appel à l'ensemble de nos compatriotes, d'où ils vivent, pour faire attention au respect des lois et des peuples des pays qui les abritent. Ceci est une forte recommandation du ministère des Affaires étrangères, une forte recommandation du gouvernement guinéen, car seule la paix, la quiétude et l'entente pourraient aider à tout développement et à toute nature de vivre en commun. Je vous remercie. Merci M. Barry. Nous poursuivons cette édition. L'Agence nationale d'aménagement des infrastructures minières opte pour une certification internationale. La démarche qualité est désormais la ligne à suivre pour le bon déroulement des activités sur le terrain. Seydou Mandialo, reportage. Évasion des détenus à la maison centrale de Conakry, Ibrahim Akhra, de nationalité belgo-marocaine. L'homme était poursuivi par la justice guinéenne pour des faits de faux. L'Agence nationale d'aménagement des infrastructures minières veut améliorer le service qu'il rend au secteur minier en Guinée. L'approche choisie par la structure porte sur la qualité. Une amélioration des méthodes de travail qui va permettre à l'agence de bénéficier d'une reconnaissance nationale et internationale pour être leader dans le secteur. C'est normal que l'ANAHIM essaie de se certifier parce que c'est un gage, un outil qui donne la garantie nécessaire à l'ANAHIM vis-à-vis des partenaires. Et c'est un outil qui permettra à l'ANAHIM d'éviter les coûts de non-qualité. Et cela, ça va permettre à l'ANAHIM d'être performante, compétitive. Pour relever ce défi, l'ANAHIM mise sur l'introduction d'un système de management de la qualité. Il est accompagné depuis 2 mois dans ce programme par le cabinet international sur consulting qui a procédé à une remise des manuels de procédure permettant d'atteindre la certification. Nous avons élaboré les processus, nous avons élaboré les procédures, les documents que l'ANAHIM doit mettre en œuvre pour obtenir la certification ISO 9001 version 2020. Déjà, des pilotes et copilotes composés des chefs de service sont désignés. Ils vont suivre une formation pour faciliter une meilleure implémentation des exigences. Et c'est seulement au terme de ce processus que l'ANAHIM sera certifié ISO 9001. Dans l'actualité, toujours l'élection des présidents des bureaux exécutifs préfectoraux de l'Union nationale des orpailleurs se poursuit à l'intérieur du pays. À Kouroussa et à Mandiana, ce sont respectivement Mori Kondé et Bakary Diallo qui ont été réélus. Diamon Kaba, compte rendu. La maison des jeunes de Kouroussa, aux couleurs d'une journée de reconnaissance. Au rendez-vous des orpailleurs de Amana. Ils se donnent la main pour renouveler leur confiance à celui qui défend leurs intérêts. Mori Kondé reprend le flambeau avec pour objectif de révolutionner leur paillage pour le bien-être de sa corporation. Depuis 2006, je suis à la tête de ce bureau. Cette année encore, les membres m'ont renouvelé leur confiance. Ensemble, prenons l'unité pour le progrès de ce nouveau bureau. En tant que représentant de la justice en la matière, je confirme effectivement que le vote a été transparent. Tout s'est déroulé conformément à la loi. Même mobilisation à Ouassolo pour ce rituel de renouvellement des instances qui a lieu tous les 3 ans. La maison commune de la jeunesse de Mandiana abrite le vote. À l'unanimité, les membres de l'ancien bureau ont été réélus. Bakary Diallo et son équipe restent donc dans leurs fonctions. Quel honneur pour cet ancien bureau. Merci aux orpailleurs de Mandiana. Nous attendons à ce bureau et à ce qu'il se conforme au respect strict
des dispositions de nos statuts. Ce sont des instruments juridiques. Donc ils vont s'occuper régulièrement de tous les problèmes qui assaillent ce secteur sur leur géopolitique. Dans le Amana, tout comme à Wassolo, de nouveaux engagements sont pris pour promouvoir l'exploitation artisanale, la sauvegarde de l'environnement, l'encadrement et la sensibilisation des acteurs à l'impact du secteur minier artisanal sur l'économie nationale et la vie des populations, autant d'enjeux pour prôner la cohésion au sein de l'Union nationale des orpailleurs de Guinée. Le 7 juin a célébré la Journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments. Ce depuis 5 ans, sous l'impulsion de la FAO et de l'OMS, chaque personne est amenée à sécuriser sa propre assiette en vue de prévenir des maladies liées à la mauvaise alimentation. Cette année, la journée est célébrée sous le thème « Les normes alimentaires sauvent des vies ». Abdul Karim Kamara, reportage. Les risques sanitaires liés à l'alimentation constituent aujourd'hui l'un des tueurs de masse dans le monde. L'ampleur du phénomène interpelle chaque individu sur la problématique de l'innocuité des aliments. Conscients de leurs actions nocives, les acteurs de la chaîne alimentaire ne cessent de conjuguer des efforts. Il s'agit surtout d'inciter l'humanité à agir dans la prévention, la détection et la gestion des maladies d'origine alimentaire. Le thème de cette année est « Les normes alimentaires sauvent des vies ». Les normes alimentaires sont un moyen de garantir la sécurité et la qualité des aliments, car elles préparent les acteurs de la chaîne aux procédés et méthodes de production, de stockage, de distribution et de commercialisation. Elles définissent les limites maximales d'additifs, de contaminants, de résidus de pesticides et de médicaments vétérinaires susceptibles d'être consommés sans danger. En Guinée, l'Institut guinéen de normalisation et de métrologie est à l'avant-garde de ce combat. Le Comité national du Codex Alimentarius a balisé ces dernières années pas mal de chemin sur les avantages des normes alimentaires. Dans cette dynamique, mon département, à travers l'Institut guinéen de normalisation et de métrologie, a déjà enregistré, entre autres, sous le leadership et la clairvoyance de son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, chef suprême des armées, le colonel Mamadi Doumbouya, avec l'impulsion du Premier ministre-chef du gouvernement, Dr Bernard Goumou, à l'adoption et à la vulgarisation de 45 normes nationales dans les domaines de la pêche, de l'agriculture et de l'élevage, à la sensibilisation des acteurs concernés sur les bonnes pratiques d'hygiène liées à leurs activités et à l'évaluation de la conformité de 65 produits, dont 5 dans le domaine agroalimentaire. L'une des actions fortes pour prévenir les maladies liées à la mauvaise alimentation, c'est aussi la collaboration multisectorielle initiée par la FAO, l'OMS et le gouvernement guinéen. À côté, le soutien des actions locales souvent innovantes afin d'atteindre les objectifs de développement durable. Et puis le PAM poursuit son programme Village Fin Zéro à Bintimodia dans Bokeh. La démarche vise à lutter contre l'insécurité alimentaire dans la localité. Déjà, un magasin de stockage d'environ 100 tonnes de riz est construit. Les produits seront ainsi sécurisés pour le bien-être des populations riveraines. Younoussa Tawel Kamara pour en savoir plus. Le projet Village Fin Zéro du PAM se concrétise ici à Falaba dans la sous-préfecture de Bintimodia à Bokeh. Après avoir expérimenté une variété de riz à croissance rapide qui donne un résultat satisfaisant, cette institution onusienne vient de construire son magasin de stockage de riz d'une capacité d'environ 100 tonnes de riz. Autre mesure d'accompagnement, les intrants sont mis à la disposition des producteurs. Ici, Bokeh, l'année dernière, nous avons planté riz et de récolte était comme 4,6 tonnes par hectare. Donc très encourageant. Nous avons besoin de plus d'espace pour stocker notre produit. C'est pourquoi nous avons construit ces nouveaux magasins. Et travaillent ensemble les gens des villages, aussi l'autorité locale
et ONG. Par ce projet Village Fin Zéro en faveur des populations riveraines, le PAM pense également aux tout petits de la cantine scolaire de Falaba. Les élèves de ce centre reçoivent des plats de riz quotidiennement. Une manière d'encourager la scolarisation des enfants qui vivent dans la précarité dans ce district. Le fait que cette cantine scolaire est opérationnelle à partir de Falaba a eu un impact significatif, tant sur le plan participation de l'école, mais aussi sur le plan disciplinaire que les enfants observent. Parce qu'un enfant qui a faim, il est assis dans une salle de classe aux environs de midi, 13h. Quel que soit le professionnalisme de l'enseignant, il va lui être difficile de comprendre ce que ton maître te dit. Après la cantine scolaire, le représentant pays du programme alimentaire mondial s'est rendu également dans la plaine où se réalise le projet Village Fin Zéro à Falaba, une manière de se rassurer de la qualité des travaux champêtres en cours. En Guinée, l'audit sur le genre, l'inclusion et la diversité vient d'être lancé. Il est mené par la Cour des comptes et commandité par les institutions internationales. Il sera question de cerner le contour des inégalités entre le genre et l'inclusion des couches vulnérables. Mohamed De Camara. Pour le commun des mortels et dans un passé récent en Guinée, les audits étaient assujettis seulement à la situation financière d'une entité donnée. Pourtant, il existe d'autres audits qui concernent notamment l'équité et l'égalité dans le domaine social. L'exercice est mené en Guinée par la Cour des comptes avec une recommandation des institutions internationales. La mise en œuvre de cet audit est à situer d'abord dans le contexte de la coopération internationale impliquant la Cour des comptes dans ses relations avec les institutions internationales œuvrant dans le même domaine. Donc c'est un audit qui est commandité par les organisations internationales, notamment l'initiative de développement de l'INTOSAI et le CREFIAF, qui fait du genre, de l'inclusion, de la diversité, des éléments essentiels aujourd'hui d'appréciation des politiques publiques. Le travail dénommé Audit du genre, de l'inclusion et de diversité concerne essentiellement les cibles du ministère de la Promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables. Une action saluée par les responsables du ministère. D'habitude, quand on entend audit Cour des comptes, c'est souvent sur le plan financier. Mais maintenant, on est en train de migrer sur le plan social, ce qui va contribuer à la participation des femmes au développement du pays. Et comme vous voyez, le thème aussi, c'est, la représentation des femmes et des personnes vulnérables sur les femmes handicapées dans les instances de décision. C'est un pan important de notre politique de promotion des femmes. Le rapport final de ces audits doit être disponible à la fin de l'année. Il va servir de boussole pour les institutions qui accompagnent l'État à mieux orienter leur financement en faveur des couches vulnérables du pays. Troisième grand titre de cette édition, des cadres du ministère de la Culture étaient face à la presse ce mardi. Il était question d'apporter un démenti sur la suspension des activités du Fonds de développement des arts et de la culture. Par contre, le département a reconnu avoir suspendu tout décaissement au niveau du FODAC jusqu'à la mise en place des mécanismes de transparence. Autre précision avec Ousmane Ba. Suite aux agitations dans le milieu du showbiz relatives à la suspension des financements des activités culturelles, le département de tutelle donne des précisions. Le secrétaire général relève qu'il n'y a pas péril en la demeure. Le Fonds de développement des arts et de la culture FODAC, outil de l'État pour appuyer les acteurs, est et demeure. Il s'agit d'une suspension des financements en attendant la mise en place des outils de transparence pour ne pas que l'argent se volatilise. Déjà, sur les 10 milliards du fonds, 1,9 milliard de francs guinéens sont décaissés sans les motifs idoines en la matière. C'est pour éviter de telles répétitions que des dispositions sont prises. Il n'y a aucune velléité de fermer le FODAC. Le FODAC n'est pas la propriété d'un individu. C'est une institution étatique mise en place pour financer les projets culturels et pour accompagner techniquement les acteurs culturels. Nous ne pouvons pas, dans une dynamique de refondation,
laisser que l'argent soit donné aux acteurs parce que, n'est-ce pas, de façon, un peu dispersée, sans procédure normale, n'est-ce pas, sans garantir la transparence, sans garantir l'équité, l'équilibre, n'est-ce pas, et l'égalité de chances. Donc, c'est ce travail qui est en train d'être fait. Dans cet élan de transparence, Faya François Bourneau rappelle certaines prérogatives du FODAC. Ce que nous avons instruit au FODAC, c'est qu'il y ait un manuel de procédure au FODAC. Nous avons défini sur la gestion du FODAC 4 produits. Le premier produit, ça va être une subvention gratuite qui va être donnée aux acteurs culturels. Ça, c'est tous ceux qui ont des projets culturels. Ils vont soumettre leurs projets, l'analyse va être faite, ils vont être financés sur la base de ça. Face à la presse, il a aussi relevé certains acquis du département relatifs à la dotation des EPA, des textes réglementaires nécessaires à leur fonctionnement. Il a enfin appelé les artistes à se fédérer pour faciliter leur appui par l'État. Journée internationale des archives. Le gouvernement a cette année choisi la ville de l'Abbé pour les festivités. Le ministre secrétaire général à la présidence de la République a pour l'occasion fait une déclaration dans laquelle il interpelle les administrateurs et la population à faire bon usage des archives publiques. Explication, Amadou Touré. En tenant compte de son rôle très stratégique dans la vie des nations, l'humanité a consacré une journée à la célébration des archives. Mémoire collective et patrimoine immatériel d'une nation, les archives constituent le passé mais également le présent et l'avenir d'une nation. Par cette 17e célébration de la Journée mondiale des archives, le gouvernement guinéen veut mettre un accent particulier sur le rôle des archives dans la refondation de l'État. Le patrimoine archivistique de notre pays constitue un témoignage inestimable et indispensable sur le développement économique, politique, social et culturel national. La présidence et le gouvernement de la transition accordent un intérêt tout particulier au domaine des archives dans notre pays. Le retour des compétences de l'étranger et la mise en valeur des compétences nationales favorisées par le chef de l'État pour le développement de nos archives en est une preuve éloquente de sa politique de refondation dans ce domaine. En choisissant cette année la ville de l'Abbé pour la célébration de la semaine et de la journée internationale des archives, le gouvernement guinéen veut envoyer un message aux administrateurs de faire de ce moment une opportunité de réflexion et d'innovation. Des archives. Les journées du 5 au 8 juin seront consacrés au classement des archives administratives au dépôt des archives préfectorales de l'Abbé par une équipe de la direction des archives nationales. La journée du 9 juin sera placée sous le signe de la reconnaissance à des personnalités régionales, préfectorales et communales ayant contribué au développement des archives de l'Abbé. C'est en 2007 que la Journée internationale des archives a été instaurée par le bureau exécutif du Conseil international des archives sous l'auspice de l'UNESCO, dont la Guinée est membre depuis 1988. C'était plutôt la déclaration du secrétaire général du gouvernement. Et c'est la fin de ce journal. Grand merci à tous de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit sur le www.rtgcoloma.info. Bonsoir.